Europe 1. 8h13 sur Europe 1. Bonjour Franck Riester. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, ministre délégué auprès de la Première ministre, chargé des relations avec le Parlement depuis Pékin. L'envoyé spécial d'Europe 1, Arthur Delaborde, a recueilli ce matin la réaction de l'entourage du président de la République, Emmanuel Macron, qui est sur place, à cette phrase d'Elisabeth Borne reliée par le journal Le Monde, la Première ministre, qui dit ne pas vouloir brusquer les choses dans le dialogue avec les syndicats. Il faut respecter, dit Elisabeth Borne, une période de convalescence. Ce à quoi l'entourage présidentiel dit non, le cap a été donné lors de l'interview de 13h. C'est quoi? C'est un désaveu d'Elisabeth Borne? Il y a de la friture entre Matignon et l'Élysée? Je crois que tout ça n'est absolument pas contradictoire. Le cap est fixé par le président de la République. Les choses sont mises en œuvre par la Première ministre. La Première ministre. On peut rappeler le cap, président, Franck Riester? Le cap, c'est le cap de la réforme, le cap de l'indépendance de notre pays, la souveraineté de notre pays, le cap de l'amélioration des services publics en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de planification écologique. C'est d'inscrire notre économie dans le 21e siècle et donc la nécessité de décarboner notre industrie, d'améliorer toujours et encore la compétitivité pour plus d'emplois avec cette stratégie de plein emploi. C'est ça le cap. D'accord. Et la méthode, oui, c'est une méthode qui évidemment est toujours et encore d'associer les organisations syndicales, d'écouter, de tenir compte, mais aussi d'agir et de mener les réformes qui ont été présentées par le président de la République, par les candidats de la majorité présidentielle lors des élections législatives il y a moins d'un an. Mais écoute, tout de même, cette déclaration d'Elisabeth Borne qui parle de la nécessité de ne pas brusquer les choses, ça se voulait une sorte de petit coup d'extincteur suite à la petite passe d'armes qui a eu lieu entre Laurent Berger et Emmanuel Macron. Je rappelle les faits. Laurent Berger qui, sur le perron de Matignon mercredi, parle d'une grave crise démocratique. Emmanuel Macron qui, depuis Pékin, rétorque que de tels propos font monter les extrêmes. Est-ce qu'un président devrait dire cela, Franck Riester? Il n'y a pas de crise démocratique. De quoi parlons-nous? Nous parlons d'une réforme qui a été présentée encore une fois très clairement pendant l'élection présidentielle, pendant l'élection législative, qui est mise en œuvre d'une façon qui prend en compte un certain nombre d'éléments demandés par les organisations syndicales, demandés par les forces politiques. On voulait, le président de la République avait prévu de réformer à 65 ans. Reporté à 65 ans l'âge de départ en retraite. Finalement, c'est 64 ans. Beaucoup de choses ont été intégrées dans le texte. Et d'ailleurs, c'est pas le texte du gouvernement, c'est le texte du Parlement. Après 175 heures de débat au Parlement, après plusieurs votes au Sénat, à l'Assemblée nationale. Attendez, écoutez-moi. Non, mais je vous entends, on les connaît, mais ça fait 2 semaines que vous répétez la même chose. Oui, mais c'est pas, on l'entend bien. Où est la crise démocratique? Vous voyez que ça ne passe toujours pas. Je ne vais pas vous faire la liste des sondages qui disent que 2 tiers des Français ne veulent toujours pas de la réforme. Qu'il y ait une opposition forte à cette réforme, oui, mais est-ce que ça doit empêcher la réforme? Non, puisqu'il y a eu une validation démocratique, un processus démocratique qui va se terminer avec l'avis juridique du Conseil constitutionnel. Donc il n'y a pas de crise démocratique, il y a une opposition sociale très clairement exprimée. Et il y a la volonté de... On n'en sort pas, malgré tout. Il y a la volonté de continuer à agir en discutant avec les organisations syndicales quand c'est des réformes qui sont sur le champ, qui touchent les organisations syndicales, en prenant le temps de la discussion et de la concertation. Et c'est très clairement ce qu'a dit la Première ministre. Mais donc vous considérez que quand Laurent Berger et les syndicats, puisque c'est écrit dans leur communiqué d'après-entretien avec la Première ministre, quand ils parlent de crise démocratique, ils sortent de leur champ de compétences d'après vous? Non, ils sont libres de dire ce qu'ils veulent, mais nous pouvons dire que nous estimons qu'il n'y a pas de crise démocratique, c'est tout. Ouais. Quand vous voyez qu'il y a 1,5 million de personnes hier dans la rue pour la 11e journée de mobilisation, bon, il y a ceux qui vont voir le verre à moitié vide, l'autre à moitié plein, ils vont dire bah oui, il y avait moins de monde que la journée précédente, mais malgré tout, Franck Riester, vous dites qu'il n'y a pas de crise démocratique, cette chorégraphie reconduite de semaine en semaine, de fortes mobilisations, de la casse dans les rues, dans les grandes villes de France, ça vous convient? C'est comme ça qu'on va en sortir. Écoutez, on est dans une... et le 14 avril, c'est terminé après la décision du Conseil constitutionnel. On est dans une grande démocratie où s'il y a des oppositions à des politiques menées par le gouvernement, elles peuvent s'exprimer. Elles peuvent s'exprimer dans le calme. Quand il y a des violences, il faut les sanctionner, les condamner, ce que ne fait pas d'ailleurs un certain nombre de partis politiques, à commencer par la France Insoumise qui a tendance à toujours moduler son propos quand il s'agit des violences. Et on voit bien que le projet politique, d'ailleurs, de la France Insoumise, c'est pas un projet social, c'est un projet politique de chaos, de créer le désordre et la bordélisation à la fois du Parlement, mais aussi de notre pays. Et donc nous voulons rester sur des principes qui nous paraissent les bons. Aller devant les électeurs avec un projet, le mettre en œuvre
ensuite, pas d'une façon autoritaire, mais en tenant compte aussi de la vie, de ce que sont les forces politiques, de ce que sont les acteurs sociaux, de ce que sont les Français, mais en restant déterminés à réformer le pays, parce que c'est l'intérêt général. On ne fait pas cette réforme pour se faire plaisir, on fait cette réforme parce que c'est nécessaire de sauver notre système de retraite par répartition, qui est menacé par les déficits à venir. C'est ça, c'est un des pilier de notre modèle social, un pilier de notre solidarité intergénérationnelle que nous devons sauver. Et c'est au cœur du projet politique du président de la République. Il a dit très clairement devant nos compatriotes, il a été élu président de la République et les députés ont été élus. Ensuite, il y a un processus démocratique que nous avons respecté la Constitution. Je vois bien ceux qui veulent délégitimer l'élection du président, délégitimer l'élection de nos députés, délégitimer la Constitution, délégitimer, là on le sent dans les propos de la France Insoumise, les futures décisions du Conseil constitutionnel. Je le dis, c'est parce que derrière, il y a une stratégie de chaos. Pardon ? Non mais attendez, quand le président de la République, lui, dit que la foule n'est pas légitime, on peut se jeter les invectives comme ça au visage, mais comme malgré tout, il y a une crise, vous l'admettez ou pas, les choses mais bien sûr qu'il y a une protestation sociale que l'on regarde, que l'on écoute. C'est pour ça que la Première ministre a dit très clairement qu'il était nécessaire sur un certain nombre de sujets de prendre le temps. C'est pour ça que nous consultons les forces politiques, les forces syndicales. J'étais aux côtés de la Première ministre et je le serai aussi la semaine prochaine pour rencontrer les présidents de groupe, les présidents de partis, pour voir de quelles sont les priorités, quel est le calendrier le plus adapté. On voit bien qu'il faut changer de méthode. Continuer d'aller dans le changement de méthode à l'Assemblée nationale et au Sénat pour prendre plus de temps pour discuter les textes, les discuter plus en amont avec les Français, avec les forces politiques pour que les textes soient mieux discutés, avec plus de temps de poser le débat et ensuite de pouvoir réformer correctement. C'est qu'on ne prend pas assez le temps sur chaque texte, vous pensez, le problème Franck Riester ? D'autant plus avec cette situation de majorité relative, le temps pour les parlementaires de travailler les textes est parfois pas suffisant et qu'en tout cas on a besoin de mieux préparer les textes en ayant moins de textes pour que les députés aussi et les sénateurs aient le temps d'aller en circonscription pour expliquer à nos compatriotes ce qu'il en est, pour écouter nos compatriotes. Mais si vous voulez, cette stratégie de certains de créer de la confusion du texte ne fait pas bouger les lignes, de la confusion est très dangereuse pour notre démocratie et c'est la raison pour laquelle nous dénonçons avec beaucoup de force. Et cette stratégie de délégitimation de nos institutions, de cautionnement des violences, pour unique objectif de créer le chaos. Et c'est l'objectif politique de l'extrême gauche et de la France Insoumise. J'ai bien compris, vous déviez les critiques uniquement sur la France Insoumise. J'entends bien, mais malgré tout, est-ce que vous pensez qu'après la décision du Conseil constitutionnel qui doit être rendue vendredi prochain, c'est réglé, tout le monde va rentrer chez soi et comme si c'était rien passé? Nous verrons. Je vous cite ce que dit Solidaire, le syndicat Solidaire qui est dans l'intersyndicale. Le Conseil constitutionnel n'est pas l'alpha et l'oméga. Force ouvrière dit que le mouvement continuera quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel. Écoutez, chacun est libre dans notre démocratie d'agir comme il le souhaite sur ces questions-là. Simplement, le Conseil constitutionnel va dire le droit sur le texte qui sort du Parlement. Voilà, et il s'exprimera sur ce texte. Et s'il valide un référendum d'initiative, un RIP écoutez, très bien, le processus se conduira. On respecte les institutions, on respecte la Constitution. Il y a des processus, il y a des règles. Ces règles doivent être respectées par tous. Et le poison lent d'un référendum d'initiative participative là, qui va durer 9 mois minimum, avec un retrait de ton, comme disait Alexis Brézet. Ne brûlez pas les étapes. D'abord, il y a une décision qui doit être prise par le Conseil constitutionnel de recevabilité de cette demande de RIP. Donc, comme Olivier Dussopt la semaine dernière, vous me dites, on n'y pense pas pour le moment, on verra bien le 14 on verra la décision, ne brûlons pas les étapes. Ce qu'il faut dire à nos compatriotes, c'est que la Constitution, la démocratie est respectée avec ce processus politique et démocratique concernant la réforme des retraites. Donc circuler, il n'y a rien à voir. Et que sur le fond, quelle alternative à la réforme que nous proposons pour sauver notre système de retraite ? Le Front National, le Rassemblement National a été complètement invisible, inaudible, n'a rien proposé d'alternative pour assurer le financement de notre système de retraite. Mais c'est lui qui a le vent en poupe aujourd'hui. Et la France Insoumise et la gauche a finalement, grâce aux interpellations qui ont été les nôtres, fini par dire que c'était des impôts, des taxes, des cotisations en plus, au détriment du pouvoir d'achat de nos compatriotes, au détriment du pouvoir d'achat des retraités et des actifs, au détriment de la compétitivité
de nos entreprises et donc de l'emploi, ce que nous refusons avec beaucoup de force. Donc quelle alternative à ce que nous proposons? Et pour autant, nous sommes bien conscients qu'il y a des sujets qui doivent continuer d'être travaillés avec les organisations sociales et syndicales. Mais elles n'ont pas envie. Elles vous l'ont dit fermement mercredi. Vous avez assisté à l'entretien. Au bout d'une heure, c'était plié sur le thème. Vous ne retirez pas le texte. Très bien, on s'en va. Mais attendez, il n'y a eu absolument aucune porte de fermée pour l'avenir, pour travailler sur un certain nombre de sujets importants. Non, mais il n'y a pas eu de porte de fermée. Ils s'en sortent partis d'eux-mêmes. Vous l'avez bien vu. Il y a un désaccord. On a vu la même chose ou pas, Franck Riester? Vous étiez dans le bureau. Il y a un désaccord. D'abord, je n'y étais pas puisque c'était Olivier Dussopt et Stanislas Guerini qui y étaient avec la Première ministre. Mais les organisations syndicales, non. On a un désaccord avec eux sur le report de l'âge de 64 ans, bien sûr. Oui. Attendez, c'est le moins que l'on puisse dire. En tout cas, c'est une réalité. Pour autant, est-ce que la porte est fermée pour travailler dans l'avenir sur un certain nombre de sujets qui touchent la vie de nos compatriotes, la pénibilité, les carrières longues, la mise en œuvre de cette réforme des retraites, l'évolution des conditions de travail, toutes ces questions importantes, les systèmes de reconversion, de formation professionnelle, tout ça doit être évoqué dans l'avenir et bien évidemment dans un état d'esprit d'apaisement, dans un état d'esprit de dialogue et dans un état d'esprit constructif. Vous disiez le Rassemblement national n'a pas fait grand-chose dans cette crise. Vous avez sans doute vu, Franck Riester, ces deux sondages parus hier, l'un IFOP, l'autre ELAB, montrant que en cas d'élection, là, nous voterions pour le premier tour ou le second tour de l'élection présidentielle ce week-end. Marine Le Pen devancerait très nettement Emmanuel Macron et même si c'était le second tour, elle le battrait de presque 10 points. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens puisque c'est complètement une fiction. Le président de la République ne pourra pas se représenter du fait de la Constitution. Donc là, on est vraiment sur un sondage fiction pour vous. Ça, c'est fiction complet. Comme l'autre sondage qui est déjà de se projeter en 2027, qui est aussi une fiction complète. Malgré tout, c'est quand même un thermomètre intéressant, non? Est-ce qu'on peut à un moment donné, se dire que les sondages c'est bien, mais que ce qui compte, c'est la réalité démocratique. Ne me dites pas que les sondages ne comptent pas. Le gouvernement a dépensé 16 millions d'euros en études entre 2019 et 2022. Ça va être 21 millions. L'appel d'offres. Mais je ne dis pas que ça compte pas. Je dis simplement, est-ce que pour autant, on doit en tirer des conclusions politiques majeures comme vous essayez de le faire? Non. Je vous fais réagir simplement à la situation. Malgré tout, ça vous interpelle pas? Marine Le Pen, favorite, 10 points d'écart avec Emmanuel Macron dans un sondage. C'est quand même quelque chose. On voit bien sa stratégie, Marine Le Pen. C'est de rien dire, de ne rien proposer, aucune alternative. C'est sûr que de ne pas aborder les sujets qui sont difficiles, de ne pas proposer, de répondre avec beaucoup de courage aux enjeux qui sont les nôtres, de défendre l'intérêt général avant toute considération politique ou électorale. Ça, c'est évidemment loin de ce que fait Marine Le Pen. Mais à un moment donné, nous, notre responsabilité, parce que le président de la République a été élu, les députés ont été élus, il y a un gouvernement, c'est d'agir au service des Français, dans l'intérêt général, pas pour essayer d'avoir une popularité à court terme, parce que c'est l'intérêt du pays qui le demande et qui le nécessite. C'est ça qui fait aussi la grandeur de la politique. Se présenter devant des élections avec un projet clair, sans rien mettre sous le tapis, sans rien cacher aux yeux des Français, être élu et de le mettre en œuvre en essayant de tenir compte le plus possible, évidemment, de ce que pensent les forces politiques et de ce que pensent les organisations syndicales. C'est ça la politique. Et c'est l'intérêt général qui doit prévaloir. J'ai une dernière question pour vous. Gérald Darmanin, devant la commission des lois du Sénat, qui l'interrogeait sur les violences lors de la manifestation illégale de Sainte-Soline, a dit vouloir se pencher sur les subventions que perçoit la Ligue des droits de l'homme, qui est très critique sur la gestion du maintien de l'ordre. Alors la gauche s'offusque de cette déclaration du ministre. Il a raison ou pas, Gérald Darmanin, de questionner la pertinence de financer une association qui met gravement en cause l'État? Écoutez, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup d'associations qui font un travail remarquable en matière de liberté, de droit, et la Ligue des droits de l'homme est une association qui, depuis des années, fait ce travail-là. Ensuite, on peut s'étonner que, par exemple, il y ait eu une contestation des arrêtés de transport, par exemple, d'armes par destination vers le site de Sainte-Soline. Et c'est ce qu'a voulu exprimer Gérald Darmanin. Merci Franck Riester. Merci à vous. Le ministre chargé des relations avec le Parlement, invité ce matin d'Europe 1. Bonne journée à vous. Merci.